Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide à Washington. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Les manifestants ont quasiment transformé la capitale Conakry en ville morte. Selon un communiqué du ministère de la Sécurité, les actions du Front National pour la défense de la Constitution, collectif de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile, ont provoqué quelques troubles à l'ordre public dans certains endroits de Conakry. Pour sa part, certains Guinéens ont exprimé leur ras-le-bol dans ce bras de fer entre le pouvoir et l'opposition. Il y a beaucoup de problèmes en Guinée à l'heure là. Même nos enfants, eux ne partent pas à l'école à l'heure là. Mais on ne sait pas, il y a quoi. Les gens de FMDC aussi. Et chaque jour, il n'y a que les pagailles. Si ce n'est pas les pagailles, c'est du pagaille. Nous, on a la marre de ça. Le mouvement n'est quasiment pas suivi à l'intérieur du pays, hormis à Koya, à 40 km de Conakry, où il y a eu des barricades et déversements d'huile de vidange sur la chaussée. La Guinée est le théâtre depuis la mi-octobre de protestations qui ont fait au moins 29 morts. Un projet de nouvelle constitution soumis à référendum le 1er mars, en même temps que des législatives, est contesté par l'opposition qui soupçonne le président Alpha Condé de vouloir briguer un nouveau mandat à 81 ans. Le président avec les opposants doit s'entendre, s'asseoir et négocier sur la table, faire ce qu'il faut, parce que la grève c'est pas plutôt bon. Alpha Condé a laissé lundi la porte ouverte à une nouvelle candidature, affirmant que c'est son parti qui décidera. Il a aussi défendu le référendum, jugeant qu'il n'y a rien de plus démocratique. De hauts responsables soudanais et des groupes rebelles du Darfour ont convenu de remettre l'ex-président Omar El-Béchir à la CPI où il est recherché depuis 2009 pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le cadre du conflit au Darfour. Cette décision était très attendue par le mouvement de contestation qu'il avait chassé du pouvoir avec le soutien de l'armée en avril 2019. Je suis d'accord pour qu'on le remette, pour qu'il devienne un exemple pour les autres parce qu'il a détruit le Soudan. Il n'a rien fait pour ce pays et il a volé notre argent. Je demande aux gens d'organiser d'autres manifestations pour faire pression sur les autorités pour qu'elles remettent Béchir. Pour certains, il est plus que temps que justice soit rendue. Mais d'autres Soudanais se disent méfiants de cette ingérence extérieure. Tant qu'il y a une loi et un système judiciaire, il doit être jugé à l'intérieur du Soudan. S'il part à l'extérieur, les étrangers peuvent profiter de lui. Nous ne connaissons pas ces gens et ne leur faisons pas confiance. Je sais que la loi devrait être juste et équitable. Il devrait être jugé au Soudan parce que nos coutumes, traditions et valeurs ne nous permettent pas de remettre un chien du Soudan à l'extérieur. Depuis sa destitution, M. Béchir est incarcéré à Khartoum où il a été condamné en décembre à une peine de 2 ans pour corruption. Mais selon la Fédération internationale pour les droits humains, son jugement à la CPI est une étape incontournable vers la justice pour les victimes et leurs familles. Pour rappel, le conflit ayant éclaté au Darfour, dans l'ouest du Soudan en 2003, a fait au moins 300 000 morts et des millions de déplacés selon l'ONU. Alors qu'il fait face à des accusations d'utilisation abusive de plus d'$1 milliard de fonds publics, le mari de la milliardaire angolaise Isabel dos Santos s'est défendu en désignant le cabinet comptable du couple PricewaterhouseCoopers. Nous avons travaillé avec uniquement des partenaires AAA, y compris nos auditeurs, et nos auditeurs dans ce cas sont PwC. Isabel dos Santos maintient également son innocence, affirmant qu'elle dirigeait des entreprises qui opéraient sur la scène mondiale et respectaient les normes les plus élevées. Quand vous êtes enfant du président, vous ne pouvez pas vous cacher. Les lumières sont tout simplement trop brillantes. Vous avez beaucoup d'attention, beaucoup de contrôle. J'ai donc pris la décision d'être transparente. Mais PricewaterhouseCoopers
et d'autres entreprises se distancient désormais du couple dont les actifs sont gelés en Angola, après que le père de Dos Santos, José Eduardo, a quitté le pouvoir en 2017. Son successeur a annoncé une répression de la corruption. Une partie de cet effort consistait à porter des accusations contre la famille Dos Santos, accusée d'avoir pillé plus de $1 milliard. Bob Moritz, le président de PwC, a déclaré qu'il était choqué par les allégations et a annoncé que la société mènerait une enquête interne. Je suis reconnaissant que nous nous en sortions maintenant et que nous prenions des mesures en attendant que l'enquête se poursuive. Les experts qui suivent les problèmes de corruption en Afrique se demandent s'il y aura une responsabilité pour les entreprises étrangères qui ont travaillé avec la famille Dos Santos. Pour le moment, Isabel Dos Santos et son mari sont libres, mais les autorités angolaises ont indiqué qu'elles pourraient émettre un mandat d'arrêt international pour leur arrestation. Le bus de campagne de Michael Bloomberg est arrivé à Richmond, en Virginie, sous les regards admirateurs de ses partisans qui estiment que l'homme d'affaires milliardaire et ancien maire de New York est le seul candidat démocrate qui peut vaincre le président Donald Trump en novembre. Il peut le faire. Les autres vont tous échouer. Et Trump va juste ramasser les morceaux si nous ne faisons pas entrer Mike. Je ne pense pas que Sanders puisse construire une coalition et je ne pense pas qu'il puisse battre Trump. Donc nous avons besoin de quelqu'un qui peut gagner, un modéré. Les candidats modérés, l'ancien maire de South Bend dans l'Indiana, Pete Buttigieg, et le sénateur du Minnesota, Amy Klobuchar, sont sur la bonne voie, mais ils pourraient avoir du mal à percer dans les États où les électeurs sont en minorité. Pendant ce temps, l'ancien vice-président Joe Biden a trébuché lors des 2 premiers scrutins. Entré tardivement dans cette course divisée, Bloomberg, qui était autrefois un républicain, se présente comme une force unificatrice du Parti démocrate. Je suis candidat pour rassembler notre pays, pour unir de nouveau notre nation. L'autofinancement de Bloomberg pour sa vaste campagne nationale a également attiré les critiques de Sanders et d'autres qui l'accusent de vouloir acheter les élections. Tout cela sera mis à l'épreuve lorsque Bloomberg sera sur le bulletin de vote du Super Tuesday, lorsque 14 États avec un plus grand nombre d'électeurs se rendront aux urnes. Comme promis, il est l'heure de vous proposer notre tranche hebdomadaire consacrée à la santé. Nous retrouvons notre collègue Mohamedou Oumfa de retour avec nous. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir Jacques. Comment allez-vous? Je vais assez bien, vous-même j'espère, ça va? Ce soir, nous parlons une nouvelle fois de l'épidémie de coronavirus. On note un bon record du nombre de personnes malades, Mohamedou. Tout à fait, Jacques. Les autorités chinoises ont annoncé ce jeudi plus de 15 000 nouveaux cas, les cas supplémentaires par le coronavirus. Il s'agit d'un bon record qui montre que l'on est face à une épidémie plus grave que rapportée jusqu'à présent. Alors, ces chiffres sont le signe d'une sous-estimation de l'ampleur de l'épidémie qui a officiellement contaminé à ce jour près de 60 000 personnes et fait 1367 morts en Chine. Alors, il est important de préciser, Jacques, qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une aggravation de l'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a indiqué qu'il ne s'agit pas, je cite, d'un changement significatif dans la propagation de l'épidémie, selon en tout cas une déclaration à la presse du chef de département des urgences sanitaires, le docteur Michael Ryan. Et pour les autorités chinoises, tous ces nouveaux cas sont surtout dus à une nouvelle définition plus large des cas d'infection. D'ailleurs, hier mercredi, la Chine avait fait état du plus faible nombre de nouvelles contaminations depuis près de 2 semaines. Alors, ces 15 000 nouveaux cas reflètent surtout un changement des méthodes de dépistage et de calcul selon les explications des autorités chinoises. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pouvez-vous nous dire davantage à propos de ce changement de méthode, Mohamedou? Oui, Jacques. En fait, jusqu'à présent, les médecins chinois avaient recours à un test d'acide nucléique qui était indispensable pour confirmer que quelqu'un était atteint du coronavirus. Dorénavant, les patients suspects ayant subi une simple radio pulmonaire pourront désormais être considérés comme des malades confirmés. Les autorités chinoises justifient la nouvelle méthode par leur volonté de faire bénéficier au plus vite les patients d'un traitement contre la maladie. L'OMS salue un effort d'adaptation et souligne que les autorités chinoises font preuve d'une
une gestion transparente de l'épidémie, des efforts qui surviennent après de nombreuses voix qui se sont levées à travers le monde pour critiquer Pékin après la mort d'un médecin chinois qui avait été sanctionné pour avoir sonné l'alarme à propos de l'apparition du nouveau coronavirus. De nombreux Chinois accusaient aussi depuis plusieurs semaines les autorités d'avoir tardé à réagir face au premier cas de la maladie. Les autorités qui semblent ne pas être restées insensibles à ces critiques puisque 2 responsables politiques chinois dans la province de Hubei, épicentre de l'épidémie, ont été limogés. Et donc, voilà la situation, Jacques, sur le terrain. Évidemment, le reportage de ce soir a trait à ce sujet, Mohamedou. Effectivement, on reste en Chine pour nous intéresser une fois encore au coronavirus, mais pour parler des étudiants africains, alors que le nombre de morts du coronavirus continue d'augmenter dans le pays, des milliers d'étudiants africains sont coincés sur place et caressent l'espoir d'être évacués par leurs gouvernements respectifs. Mais plus le temps passe, la peur, l'isolement et l'incertitude s'installent. Arzouma Komparé fait le point. Confiné dans sa chambre sur le campus de l'université Huazhong Agricultural University dans la ville de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie du coronavirus, Daniel Zogona est doctorant burkinabé en nutrition et sciences alimentaires. Pour lui, comme pour les 21 autres étudiants burkinabés de la ville de Wuhan, il faut quitter le pays au plus tôt. Chaque jour, nous voyons les statistiques. Quand on regarde le nombre de cas infectés, le nombre de décès, vraiment il y a de quoi s'inquiéter. Au regard de la situation, nous voulons rentrer. Mais la réaction des autorités burkinabées arrive lentement, nous dit Daniel. Là d'attendre une réaction officielle en faveur d'une évacuation hors de Chine, les étudiants burkinabés de Wuhan s'en sont remis à leurs parents pour plaider leur sort auprès des autorités. L'ambassadeur burkinabé en Chine a dit à VOA qu'une aide financière serait bientôt disponible. Situation similaire au Sénégal, des familles sénégalaises sont montées au créneau pour demander au gouvernement d'évacuer immédiatement leurs proches. Le Sénégal n'a pas les moyens de rapatrier 13 petits-enfants qui sont coincés quelque part dans le monde. Ça, nous ne pouvons pas l'admettre. Dès le début, c'est nous qui avons émis le besoin d'être rapatriés au pays. C'est avec les informations et la presse là, qui a relayé toutes les informations que nos parents maintenant se sont mis dans la bataille et nous ont appuyé sur notre mot d'ordre de rapatriement. Mais tout le monde ne partage pas le même avis au sujet de l'évacuation hors de Chine. Non. Moi, même si l'avion de rapatriement vient, moi je ne vais jamais rentrer. L'effort que la Chine fait pour soigner ces gens qui sont contaminés et qui sont touchés par ce virus, si quelque chose m'arrive ici, on va me soigner gratuitement. Or, c'est ce que moi-même je reconnais que mon pays ne peut pas le faire. Pourtant, les conditions de vie des étudiants se dégradent de plus en plus. La psychose gagne du terrain. J'étais allé à la pharmacie il y a cela 2 jours. La queue pour acheter un médicament, il y avait environ 2 mètres entre chaque personne. Donc c'est un peu la peur au ventre même. Malgré les promesses de leurs autorités respectives, les étudiants africains en Chine demeurent dans l'angoisse et l'incertitude. Récemment, un étudiant camerounais de 21 ans dans la ville de Jingzhou a été testé positif, devenant ainsi le premier étudiant africain signalé à contracter le virus. Eh bien, on dit merci à Arzouma Kompaoré pour ce reportage et je vous remercie également. Merci, à jeudi prochain. Mohamedou. On va souhaiter beaucoup de courage à nos étudiants africains. Absolument, et c'est une actualité qu'on suit certainement. Tout à fait. Merci bien. Bonsoir Jacques et bonsoir à tous. Vous le disiez en titre, encore des violences dans un stade au Maroc. 13 personnes ont été arrêtées pour leur implication présumée dans des jets de pierre, dégradation de biens publics, possession d'armes blanches et fumigènes selon la police. Les incidents ont éclaté à l'issue du derby perdu par le Raja Casablanca face à l'AS FAR de Rabat 1-0 hier au stade Moulay Abdellah. 19 véhicules de la Sûreté nationale, un camion de protection civile, une ambulance et des voitures de particuliers ont été endommagées selon la police. Les mises en cause ont été placées en garde à vue. On parle cette fois-ci d'un autre Marocain, Hakim Ziyech, quittera l'Ajax pour Chelsea cet été. L'international marocain rejoindra Chelsea à compter du 1er juillet 2020. L'Ajax a indiqué avoir conclu un accord de 40 millions d'euros avec le club londonien. Cette annonce met fin à des jours de spéculation sur l'avenir de l'attaquant de 26 ans qui a rejoint l'Ajax en 2016 en provenance du FC Twente pour un montant de 11 millions d'euros. Hakim Ziyech a fait sa rentrée lors de la victoire de son équipe à Arnhem 0-3 en quart de finale de la Coupe des Pays-Bas après une déchirure musculaire à un mollet en janvier. L'international marocain, nommé footballeur de l'année aux Pays-Bas en 2018,
a jusqu'ici inscrit 49 buts en 160 matchs disputés. Et pour finir, nouvel accord de siège entre la CAF et l'Égypte. Après 4 ans de négociations, l'instance africaine du football et le pays des pharaons ont renouvelé pour 10 ans une convention pour l'hébergement du siège de l'institution au Caire. Au terme de cet accord, la CAF bénéficiera de plusieurs avantages, immunités et privilèges similaires à ceux accordés aux membres des organisations internationales et des missions diplomatiques, lit-on dans un communiqué de la CAF. La convention comporte également un ensemble de concessions fiscales et douanières qui seront mises en place, précise donc la partie égyptienne. L'accord reconnaît aussi à la CAF une personnalité juridique internationale en tant qu'organisation non gouvernementale internationale. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Au revoir. Merci. Au Bénin, le code du numérique voté en avril 2018 fait polémique. Pour Amnesty International, cette loi pourrait être une avancée majeure pour le secteur du numérique. Mais la multiplication des arrestations et poursuites menées en vertu de certaines dispositions de la loi contre des journalistes, blogueurs et opposants pour publication de fausses informations ou délits de presse en ligne renforce le climat de censure et de peur qui règne au Bénin depuis les dernières législatives. Notre Constitution reconnaît et garantit la liberté de presse et la liberté d'expression. Et donc, il est totalement inadmissible, alors que nous n'avons pas abrogé notre code de l'information et de la communication, que des journalistes puissent aller en prison pour leur opinion, que des opposants puissent aller en prison pour s'être exprimés sur l'espace civique que constitue Internet, et que des blogueurs ne puissent plus faire leur travail parce que se sentant dans une ambiance insécurisée et de censure. Nos tentatives auprès du ministère de la Communication et de certains députés de la majorité pour obtenir une réponse aux accusations d'Amnesty International sont restées vaines. Aussi, d'après ce spécialiste, les journalistes doivent en principe être jugés sur la base du Code de l'information et de la communication de 2015 et non celle du Code du numérique. Le Code numérique, en son article 758, arrive à dire clairement que si on arrive à commettre une infraction de presse, par exemple, on va se référer pour juger celui qui a commis cette infraction au Code de l'information et de la communication qui date de 2015. Si tant est que des professionnels des médias exerçant dans le cadre de leur métier, s'ils arrivent à commettre des impairs, en principe, on ne doit pas leur appliquer le Code du numérique. À Cotonou, comme à l'étranger, la mobilisation est de plus en plus forte pour obtenir la libération du journaliste Iya Sossou, arrêté et détenu depuis le 20 décembre. Voilà, point final à ce journal. Merci à toute l'équipe et un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain, merci.